Ok. Bonsoir à tous, chers collègues, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très drôle en fait. Je ne sais pas si vous habitez vous-même en Belgique et donc peut-être que vous avez déjà entendu parler du passé colonial de la Belgique. Et en fait, même si vous êtes belge, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez presque rien entendu sur le sujet, tellement ce sujet est en fait tabou dans notre petit pays. À la base, en fait, j'avais prévu de faire un discours, le premier discours sur le passé colonial de la Belgique avec la figure de Léopold II et puis un deuxième discours sur un autre sujet. Mais en fait, en faisant des recherches, j'ai trouvé ce sujet tellement intéressant que finalement, j'avais suffisamment de matière pour faire deux discours. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec la première partie. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un sujet particulièrement drôle. C'est même une partie de l'histoire belge qui est assez peu reluisante, mais je pense que tout pays doit aussi un peu faire son travail de mémoire, assumer son passé, et la Belgique en est encore bien loin, mais je reviendrai à cet aspect-là dans la deuxième partie de mon discours. Dans la première partie, je souhaiterais plutôt aborder l'aspect historique de la question, et pour cela, il nous faut d'abord remonter au 19e siècle, plus précisément aux alentours de l'année 1876. Donc, c'est une période en fait de large exploration, pas seulement au Congo, mais dans tout le bassin de l'Afrique. Et plus spécifiquement, il y a un explorateur qui se nomme Henry Morton Stanley et qui commence à coloniser toute cette partie de l'Afrique par le biais d'une association. Donc, cette association, elle s'appelle l'Association internationale africaine, AIC, et elle a été fondée par qui? Par le roi Léopold II, donc qui est le roi de Belgique à l'époque. Donc il faut bien se rendre compte que toute cette entreprise coloniale, elle part vraiment d'une initiative privée. Donc tout ce qui est colonisé par cette association, l'Association internationale africaine, appartient au domaine privé du roi Léopold II. Donc bien qu'il soit roi de Belgique, cela n'a rien à voir avec l'État belge encore, mais ça je vais le développer par la suite. Et donc, pour officialiser tout ça, il y a une conférence qui se tient à Berlin en 1885. Et à l'issue de cette conférence, Léopold II devient le roi de l'État indépendant du Congo, donc à ce moment-là qui s'appelle EIC. C'est assez ironique en fait, parce que le nom donc, a le mot indépendant dedans, mais en fait le Congo n'a absolument rien d'indépendant, parce qu'on est toujours dans cette logique où en fait le roi belge, le roi Léopold II, possède tout ce territoire qui est gigantesque, comme si c'était son jardin privé, quoi. Et quel était son argument à la base pour devenir le roi de cet État indépendant? Il avançait l'argument qu'il faisait cela dans le but d'éduquer les peuples autochtones et de développer le pays économiquement. Le problème, c'est que en fait, le développement économique, il ne se faisait pas pour le Congo ou pour les Congolais, il n'a servi qu'à enrichir le roi Léopold II. Le problème, donc, outre ce problème que je viens d'évoquer, c'est que les colons et les soldats sur place utilisent donc cet argument de l'éducation et du développement pour en réalité spoiler les Congolais, les réduire en esclavage, tout leur prendre, voire les massacrer. Et donc, c'est vraiment tout un engrenage qui se met en place de larges massacres, de pillages de richesses. Et tout cet argent, toutes ces richesses, elles vont en fait servir à massivement développer le Royaume de Belgique et plus précisément Bruxelles avec l'émergence de nombreux monuments gigantesques et qu'on connaît d'ailleurs très bien, on les voit très souvent. Et souvent d'ailleurs quand on passe devant, on a tendance à s'extasier tellement ils sont gigantesques et impressionnants. Donc je pense notamment au Musée de l'Afrique à Tervuren ou au Cinquantenaire, qui est sans doute le monument le plus connu. Et c'est assez inouï finalement qu'il y ait très peu de gens, et même des Belges, qui sachent que en fait, tous ces bâtiments, ils ont été construits avec l'argent des colonies et avec le sang des Congolais. Donc peut-être que vous-même, lorsque vous vous baladerez au parc du Cinquantenaire la prochaine fois, vous regarderez ce bâtiment un peu différemment.
Donc, comme je le disais, oui, posséder le Congo, ça rapporte gros. Et qu'est-ce qui exactement est source de richesse dans ce commerce? Eh bien, c'est principalement le commerce de l'ivoire et le commerce de caoutchouc. Donc, ce sont 2 commerces qui sont vraiment en plein essor et qui permettent au roi Léopold II de s'enrichir fortement. Comme je l'ai déjà évoqué, donc les soldats, les missionnaires, les colons tuent implacablement les Congolais et toutes ces tueries, tous ces massacres ont une portée qu'on ignore encore exactement aujourd'hui. On a du mal à chiffrer cela encore aujourd'hui. C'est un système très bien organisé, implacable. On peut véritablement parler de crimes coloniaux qui se sont déroulés pendant des années en toute impunité. Bon, à un moment, les scandales ont quand même fini par faire beaucoup de bruit, aussi dans les pays occidentaux, et on a entendu de plus en plus parler des mauvais traitements infligés, des cas de massacres, etc. Les cas de torture également, le fait que les Africains, les Congolais étaient privés de tout. Et à force, en raison de ces scandales, le roi des Belges, Léopold II, a été contraint de céder le Congo à l'État belge. C'est assez marrant parce que finalement, j'utilise le mot céder, mais en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendu le Congo à l'État belge. Donc, en plus, il a reçu de l'argent pour avoir vendu le Congo. Donc, c'est une période où le Congo change de propriétaire. Il n'appartient plus à une personne privée. Il appartient donc à l'État belge. Mais cela ne s'est pas traduit en réel changement dans la vie des Congolais pour autant dans les colonies. Donc, je vous disais un peu plus tôt qu'on a du mal à estimer le nombre de Congolais qui sont morts durant cette période. Après, selon certaines études, on estime qu'au total, il y aurait environ 10 millions de Congolais qui seraient morts assassinés. 10 millions, il faut quand même se rendre compte que c'est l'équivalent de la population belge, donc c'est pas rien. Mais il existe très très peu de chiffres fiables, car au moment de céder le Congo, Léopold II s'est assuré de faire détruire tous les documents qui auraient pu montrer l'ampleur du massacre. C'est la raison pour laquelle le sujet a été très méconnu pendant très longtemps et qu'il n'existe quasiment pas d'archives sur le sujet. Ensuite, on fait un grand bond en avant dans l'histoire, parce que quand j'ai commencé mon histoire, on était plus ou moins vers la fin du 19e siècle, et là, on se retrouve à la moitié du 20e siècle déjà, où on est dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale, et donc dans une période d'énormes changements, avec un vent de liberté qui commence vraiment à souffler sur le continent africain, et le Congo ne fait pas exception à cette règle. À partir de 1959, il y a eu énormément de poussées indépendantistes, notamment avec de fortes émeutes à Léopoldville, qui est la capitale du Congo à l'époque. Donc, à l'issue de tout cela, des élections sont finalement organisées et le Congo accède à son indépendance en 1960. Et c'est une période où il y a une personnalité politique en particulier qui émerge du lot. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler parce que en tout cas c'est une grande figure de l'histoire congolaise. C'est Patrice Lumumba et il est le premier ministre du Congo. Et c'est un jeune homme ambitieux, plein d'idées, qui croit en fait véritablement en l'avenir de son pays et qui veut, une fois pour toutes, mettre un terme au diktat des pays occidentaux. Et il est particulièrement connu parce que lors du discours de cérémonie d'indépendance, donc il y a plusieurs personnalités qui font des discours, et notamment, évidemment, à l'époque, le roi Baudouin. Donc à ce moment-là, ce n'est plus le roi Léopold II forcément qui est roi, parce que ça c'était il y a très longtemps, on est bien plus tard dans le temps. Donc le roi Baudouin, le roi des Belges à cette époque-là, fait un discours lors de la cérémonie d'indépendance du Congo, et alors il se lance dans un discours très dithyrambique sur l'héritage de Léopold II, sur tout ce que le Congo doit à l'État belge. Donc c'était un discours extrêmement paternaliste et qui en fait ne correspondait pas du tout à l'esprit dans lequel le Congo se trouvait à l'époque. Et certainement pas à l'esprit dans lequel se trouvait Patrice Lumumba. Donc en entendant cela,
Patrice Lumumba a lui aussi tenu son discours où en fait il a répondu au discours du roi Baudouin vertement en les envoyant un peu balader et c'est comme ça en fait que Patrice Lumumba est très vite au début de sa carrière un peu entré dans l'histoire. Évidemment, une personnalité comme Patrice Lumumba, ça dérange et donc peu de temps après, il a été arrêté et assassiné. Et donc, quelques années, et donc, oui, peu de temps après, je crois qu'on est 5 ans après l'indépendance du Congo, il faut bien mettre quelqu'un à la tête du pays. Et qui va alors prendre cette fonction? Eh bien, ce sera la marionnette numéro un des pays coloniaux. Ce sera le fameux monsieur Mobutu. Donc, monsieur Mobutu qui est devenu président du Congo. À ce moment-là, le Congo qui est devenu donc avec le nom qu'on connaît aujourd'hui, RDC, République démocratique du Congo. Sauf que à l'époque de Mobutu, il a rebaptisé le Congo, il l'a appelé Zaïre. Et le Zaïre a par la suite encore changé de nom lorsque le règne de Mobutu s'est achevé. Donc Mobutu il a vraiment régné d'une main de fer sur le Congo. Il était en fait tout le contraire de ce que Patrice Lumumba représentait. Il était à la solde des pays occidentaux et il était surtout intéressé par l'argent. Ce n'était pas véritablement le développement de son pays qui le préoccupait. Il a eu un long règne. Il est resté au pouvoir 32 ans, de 1965 à 1997, et il est décédé en 1997. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Eh bien, d'aucuns diraient qu'en fait, la situation n'a pas vraiment changé. D'un point de vue politique, aujourd'hui, on a un autre président, Félix Tshisekedi, et qui accapare à nouveau les rênes du pouvoir. Et j'ai regardé un documentaire sur le sujet, et je vous parlerai d'ailleurs de ce documentaire dans la deuxième partie de mon discours. Mais dans la conclusion de ce documentaire, c'était un peu de dire, OK, on a retracé toute l'histoire du Congo, de Léopold II à l'État belge, ensuite aux dirigeants africains, Mobutu, Tshisekedi. Mais en fait, le véritable problème du Congo, d'après le documentaire, c'est ce qu'il disait, c'est ça qui est vraiment ironique, c'est qu'en fait, le Congo est trop riche. Il dispose de tellement de minerais, diamants, ressources naturelles dans ses sols, qu'en fait, il attise la convoitise de ses voisins. Et c'est ce qui fait que malheureusement, il se pourrait que les Congolais risquent toujours d'être sous l'emprise d'une puissance extérieure. C'est un peu comme si le fait de posséder autant de richesses était une malédiction, parce que du coup, tout le monde veut accaparer les richesses, et c'est ce qui empêche le Congo d'être véritablement indépendant. Car aujourd'hui, finalement, qui dirige le Congo? Ce sont les multinationales qui exploitent le sol du pays. En attendant, le pays est toujours plongé dans la pauvreté et gangréné par la corruption. Donc, j'en arrive à la fin de mon premier discours. Désolée, ce n'est pas très réjouissant, mais j'espère que la deuxième partie vous plaira davantage. Merci beaucoup.